30 minutes à Libreville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information du soir dont je me fais le plaisir de vous présenter le journal en titre. Nous parlerons ce soir dans cette édition d'information de la conférence de presse des agents du Conseil gabonais des chargeurs et puis de la rareté des pluies qui n'a pas laissé des conséquences puisqu'on parle également de l'augmentation des feuilles de manioc, un légume très prisé par les populations librevilloises. Et puis la poursuite des travaux de réhabilitation de la route nationale, bien sûr, qui vont bon train. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette édition d'information du soir. Poursuite de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 après la phase de terrassement. L'heure est à présent au bitumage. Retrouvons Nina Sandrine Moutinga et Fleury Assez-Ondon pour plus de détails. Plusieurs mois déjà que démarraient les travaux de réhabilitation de la route, la nationale 1, dont l'objectif visé par les pouvoirs publics est d'agrandir cette voie pour faciliter la fluidité dans le transport routier. En effet, ce chantier avait débuté par les gros ouvrages de terrassement, tel que le signifie ici le chef de chantier. Les ouvrages vont jusqu'au niveau du PKV. Dans le terrassement aussi, dans le terrassement, on est déjà à l'entrée des Sassa. Présentement, contrairement à ce qui se passait autrefois, où les travaux, une fois débutés, ne pouvaient arriver à leur terme, ceux entrepris sur la nationale 1 se poursuivent bon an mal an. Après la phase de terrassement, les ouvriers sont passés à la seconde étape avec la pose du calcaire à certains endroits. Cela laisse présager les lendemains meilleurs pour les usagers et les transporteurs terrestres qui verront d'ici peu la fin de leur calvaire. Le collectif des agents du Conseil gabonais des chargeurs a animé une conférence de presse ce matin dans un hôtel de la place. Objectif, éclairer l'opinion sur leurs conditions de travail. Ephrem Biogo Idzo sur les images de Fleury Assez-Ondon. Le collectif des agents du Conseil gabonais des chargeurs a tenu une conférence de presse ce matin à Libreville. Cela fait suite à la série de licenciements abusifs dont certains agents en poste font l'objet. À ce jour, le Conseil gabonais des chargeurs totalise 253 agents dans son effectif, mais plusieurs parmi eux ne sont ni informés de ce que représentent les 3 points suivants. La vente du BUTC par navire, par mois et par an. Les recettes de la carte des chargeurs, des pénalités entre Libreville, Paris, Port-Gentil et l'Afrique de l'Ouest par mois et par an. Les recettes des mandataires dans l'Union européenne, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique, une situation que condamne Laurent Nazé, porte-parole du collectif et ancien directeur technique du Conseil gabonais des chargeurs. Nous, agents licenciés et abusés du Conseil gabonais des chargeurs, regroupés au sein du collectif, venons par la présente dénoncer avec la dernière énergie les abus d'une direction générale dont nous sommes victimes depuis 10 mois que Mme Liliane Gari est à la tête de cette structure. Parce que la mission première du Conseil gabonais des chargeurs, c'est de fournir des statistiques maritimes à l'État pour effectivement maîtriser les importations et les exportations. Il y a de cela 15 ans, aucun cahier statistique n'a été fourni par certains des responsables. Pourquoi? Parce qu'on met à la place qu'il faut des gens qui ne maîtrisent pas du tout le domaine. Le constat est amer, le parallélisme de forme est bel et bien visible car il n'y a qu'un décret pour abroger un autre, le cas de ces employés, donne lieu à une réflexion de la part de la tutelle. Concernant les licenciements abusifs, je disais tantôt que les licenciements abusifs, effectivement cette dame est allée un peu au-delà de ses pouvoirs. Parce que je ne peux pas, effectivement nous ne pouvions pas comprendre que moi j'ai été nommé en conseil de ministre par le décret 821, que cette dame prenne effectivement viole les dispositions réglementaires, c'est-à-dire au lieu de passer par le conseil de ministre, elle prend une simple décision et elle me met hors effectivement de la structure. Je demande effectivement aux autorités compétentes de voir dans quelle mesure effectivement ces situations peuvent être rétablies, parce que je ne suis pas le seul dans cette situation. Outre le licenciement abusif, les employés sont aussi victimes des suspensions et des coupures de salaire sans aucune notification au préalable de la hiérarchie. Suite à cette situation, les plus hautes autorités du pays sont ainsi interpellées afin qu'une solution idoine puisse être trouvée. Comme le dit un adage, ventre affamé n'a point d'oreille.
Voilà, vente à famille n'a point d'oreille, venait de le dire Ephraim Biogo Idzo, quittant donc le Conseil gabonais des chargeurs pour le syndicat des agents de l'administration du travail qui observe depuis 2 mois un mouvement d'humeur. Quant à savoir les raisons de ce mouvement, retrouvons Jet Mulungi Itu sur les images de Jerry Mourmouna. Le syndicat des agents de l'administration du travail, SYNAT, observe depuis lors un mouvement de grève illimité suite à la non-satisfaction de la plateforme des revendications déposées depuis le 24 novembre 2011 dernier à leur direction. Les agents syndicaux réclament les meilleures conditions de travail, mais seulement le dialogue semble être difficile avec l'administration. Secrétaire général du syndicat des agents de l'administration du travail qui observe un mouvement de grève illimité à la suite de la non-satisfaction de la plateforme de revendication que nous avons déposée le 24 novembre 2011. À ce jour, les négociations piétinent du fait que l'administration du travail a pris à l'encontre des membres du bureau du syndicat des agents de l'administration du travail un ensemble de mesures d'intimidation, de menaces et de sanctions à l'endroit de ses membres. Une situation qui ne cadre pas avec l'esprit et la lettre du dialogue social qui est prôné tant par l'OIT et par l'administration du travail qui se veut le modèle en ce domaine précis. D'après les syndicalistes, aucun des 17 points contenus dans le cahier de charges déposé au bureau des dirigeants n'a trouvé satisfaction. Nous avons déposé une plateforme revendicative depuis le 24 novembre 2011 qui était articulée sur 17 points de revendication. Premièrement, l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut doter l'administration du travail de tous les outils en termes d'outils informatiques pour arriver à la modernité. Il faut bien que le locaux du travail soit propre, capable de pouvoir recevoir tout le monde dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail. Il faut bien que les commodités d'accueil dans un service public, comme vous le constatez, il n'y a rien, il n'y a pas eu la petite banquette que vous avez vue là, il n'y a pas de commodité d'accueil, ce qui n'est pas du tout normal à ce jour. Et nous disons que sur le plan de revendications à caractère social, nous avons par exemple l'abrogation de l'arrêté 16 qui concerne la répartition des parts entre les personnes morales. Les négociations piétinent, mais les agents grévistes ne sont pas prêts de rebrousser chemin. Il y a eu entame de négociations, mais aujourd'hui, ces négociations piétinent dans la mesure où nous sommes menacés. Personnellement, je suis menacé, même les membres de mon bureau sont menacés d'exclusion dans les établissements. Les autres sont purement et simplement privés de la prime de rendement pour le cadre du premier trimestre de l'année 2012. Et aujourd'hui, force est de constater que ce mouvement est largement suivi et qu'il n'en est rien désormais tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de façon définitive. Que les deux parties puissent trouver un terrain d'attente pour l'intérêt de tous. Quittons le monde du travail et des revendications pour parler cette fois-ci des revendications de vente, même si c'est le travail qui nourrit le panier de la ménagère. Parlons-en, mesdames et messieurs, l'augmentation des prix de vente des feuilles de manioc, un légume très prisé par les Gabonais. Véritable souci pour le commun des mortels depuis quelques jours, cela est dû certainement à cause de la rareté de pluie. Retrouvons Jet Mulungi Itu sur les images de Jerry Mourmouna pour ce reportage. Les feuilles de manioc, comme le nom l'indique, sont cueillies sur le tronc de l'arbuste rejetant du tubercule de manioc. Le prix de ce légume, qui se vend très bien, connaît une légère augmentation qui serait la conséquence de plusieurs facteurs. Les femmes qui achètent en gros ce produit auprès d'autres femmes revendent en détail, mais cela à base d'un prix consécutif au prix d'achat pour en tirer bénéfice. Les feuilles de manioc coûtent cher. Le matin, quand on arrive, on paye à 600 francs le paquet. Et nous, quand on détaille, on laisse à 300 francs. On ne sait pas pourquoi les mamans ont augmenté les feuilles en brousse. Quand ils arrivent avec ça en brousse, ceux qui attrapent la nuit achètent à 400, 300 francs le paquet. Et nous, pour revendre, on doit revendre à combien? C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous aussi, le matin, on augmente un peu le taux. Le manque de pluie serait l'une des causes, au dire des commerçantes. Ils disent qu'il n'y a pas de pluie et puis il n'y a pas les feuilles en brousse. Donc quand eux ils amènent, ça coûte maintenant 300, 400, 500. Et nous le matin, surtout nous qui achetons le matin, on paye ça vraiment cher. Par ailleurs, le constat est le même sur l'ensemble des légumes, à tel point qu'on ne sait plus à quel sens se vouer.
Les légumes coûtent cher. Avant on achetait là, le paquet va maintenant à 400. Un paquet de cola, tu trouves ça à 500. Alors que quand les mamans amènent ça en brousse, on payait à 200. Maintenant, on peut faire comment? Nous qui n'avons pas les moyens, là, on fait comment? La vie est dure. Le problème interpelle les administrations de tutelle car on a l'impression que c'est la cour du roi Péto où chacun crée ses prix comme bon lui semble. Quand on sait que la régulation des prix en République gabonaise relève de la compétence des structures agréées. La situation est telle que les autorités compétentes devraient se pencher sur ce cas particulier, car le constat général montre que les prix augmentent de manière exorbitante sur le marché. Voilà, quittons Jet Moulungi Itou et restons toujours au marché de la Pairie où le métier de brouetier nourrit son maître. Un métier qui autrefois était relégué au second plan. Aujourd'hui, le jeune du marché de la Pairie s'intéresse de plus en plus à ce métier pour gagner dignement leur vie. Suivant ce reportage de Arnaud Bassivabita sur les images de Djeri Mourmouna. Pendant qu'une frange de la jeunesse librevilloise se livre à des actes répréhensibles à l'instar du braquage, au marché de la Pairie, par contre, certains jeunes travaillent afin de gagner leur pain à la sueur de leur front. Ils exercent une activité communément appelée brouetier. On a trouvé un petit travail, c'est le brouette qu'on pousse. On préfère faire cela pour ne pas aller braquer, ne pas voler. C'est pas intéressant. On ne veut pas faire de n'importe quoi. C'est pas intéressant. Donc pour éviter tout cela, il faut te débrouiller un peu aussi. Même si c'est un brouette, tu peux gagner un peu quelque chose à manger. Donc je préfère faire cela pour ne pas faire de n'importe quoi. C'est pas bon, c'est pas intéressant. La vie, on dit la vie est un combat. Il faut combattre pour pouvoir gagner pour toi aussi. Être brouetier ne demande ni des diplômes ou de formation, mais plutôt de la force physique. En outre, le constat fait est que la plupart des jeunes qui exercent cette activité sont des étrangers. Les Gabonais ne semblent pas s'y intéresser, en dépit du fait qu'il n'existe pas de sous-métier. Cette activité, disons-le, a également son lot d'inconvénients. Les difficultés que nous rencontrons, il y a la tracasserie de la commune. La commune ne laisse pas travailler en paix, ce n'est pas encourageant. Il y a des bas métiers comme ça que nous devons automatiquement encourager les jeunes que de voler. Trop de tracasserie, paye des tickets pour un jeune qui se débrouille comme ça. Au contraire, on devrait plus, à mon point de vue, on aurait plus les sensibiliser, essayer de voir un taux au moins forfaitaire qu'on les donne annuellement que de les tracasser quotidiennement. C'est de la peine, ça c'est le souffle physique. Quoi qu'il en soit, voilà un exemple à suivre afin de mieux valoriser les ménages et les besoins car, comme le disait quelqu'un, l'argent n'a pas de couleur mais reste, à n'en point douter, le nerf de la guerre. Alors que chacun réfléchisse pour se faire de l'argent de manière honnête. Poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci de la stérilité. Dieu, le Père, a dit dans sa parole, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Certains hommes déclarés stériles ont du mal à accepter cette situation et sont parfois obligés d'envoyer leurs femmes entre les bras de certains hommes dans l'espoir d'avoir un bébé à qui ils donneront certainement leur nom. Cette situation n'est pas laissée indifférente aux yeux du commun des mortels. Retrouvons Nina Sandrine Moutinga sur les images d'archives suivantes. Bon nombre de couples, pourtant mariés, légalement arrivent au divorce, ce à cause de la stérilité de l'un des partenaires. Le problème semble ne pas se poser lorsque cela est le fait de la femme. Car dans cette hypothèse, le mari cherche le plus souvent à avoir des enfants hors mariage. Cependant, lorsque le contraire se produit, l'homme stérile, pour voiler son handicap aux yeux de la société, a tendance soit à demander le divorce ou à envoyer son épouse dans les bras d'un autre homme. Que dit le commun des mortels à ce sujet? Bon, il faut déjà dire que dans nos valeurs traditionnelles africaines, ça c'est déjà normal. Chez nous les femmes par exemple, quand un homme marie légalement une femme, c'est-à-dire avec la dot, et que cet homme finit par trouver la stérilité, mais il envoie la femme, soit aller faire les enfants dehors, avec qui elle veut. C'est-à-dire qu'il faut un homme qu'elle aime, et puis les enfants reviennent à l'homme toujours. Ça, c'est normal dans nos traditions. Bon, maintenant, si c'est dans un couple, ça dépend aussi. Si c'est un couple qui n'est pas marié, et que la femme ne trouve pas nécessaire de continuer à vivre avec un homme qui ne lui donne pas les enfants,
elle est libre de faire le choix. Elle est libre de partir ou de rester avec l'homme. Cette décision prise par l'homme n'est pas sans conséquence si seulement si l'un des conjoints venait à révéler le secret, soit aux parents ou aux enfants. Maintenant, si c'est l'homme qui envoie la femme aller faire les enfants dehors, oui, ça c'est normal. Cet homme a compris qu'il est malade, il est invalide, il ne peut pas enfanter. Quand on s'associe, quand on trouve une compagnon, c'est pas pour simplement partager le lit, c'est pour créer une famille. Et la famille, c'est faire des enfants. Donc, si l'homme trouve que son côté sexuel ne lui permet plus d'enfanter, c'est normal qu'il envoie la femme aller faire les enfants dehors. Mais là, il faut avoir du courage quand même pour faire ça. Parce que c'est quand même un handicap, c'est une infirmité. Donc, aller vulgairement le dire publiquement que je ne peux plus sortir avec lui parce qu'il est stérile, je crois que ça peut même amener à des poursuites judiciaires. Parce que vous allez déclarer la maladie ou l'infirmité de quelqu'un. Voilà. La moindre chose, c'est que la femme le fasse secrètement, qu'elle fasse des enfants avec quelqu'un d'autre, pourvu que le secret soit entre les deux. Ni les parents, ni les enfants, personne ne doit le savoir. Aussi, que se passerait-il si le père géniteur venait à réclamer sa progéniture? Si le monsieur qui a grossi réclame l'enfant, dans ce cas, la femme, lorsqu'elle va dehors, parce qu'elle a été envoyée par son mari stérile, mais il faudrait qu'elle sache il faut que l'homme aussi sache que la femme n'est pas une chose qu'on envoie comme ça aller coucher et puis parce qu'on veut faire un enfant. C'est à elle de voir. Si cette femme accepte, c'est parce qu'elle a compris le handicap de l'homme. Donc qu'elle aille aussi prendre la grossesse dehors sans peut-être le faire savoir aussi à l'homme. La femme sait quand elle prend la grossesse. À retenir que selon la loi gabonaise, les enfants issus d'un couple marié légalement sont présumés appartenir à l'homme. Cependant, l'homme et la femme qui ont décidé de commun accord d'avoir les enfants hors mariage devraient par ailleurs en assumer les conséquences plus tard si le secret venait à être révélé par la femme porteuse des vies. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Le dossier, il est tellement pertinent, mesdames et messieurs, certainement que chacun de vous a pu tirer une leçon, sinon se faire une analyse de cette fenêtre ouverte. Poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci de Michel Akam, actuel responsable national du football du jeune au Cameroun, qui était l'hôte du quotidien Esprit d'équipe, un journal édité par le Kokan Gabon ce matin lors de la conférence de rédaction. Retrouvons Arnaud Babekoum sur les images de James Mikia ICC. L'Esprit d'équipe est un journal qui donne toutes les informations officielles de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, mise au point par le COCAN et gérée par son service de communication en tant qu'organe de presse officiel. Il prolonge ainsi le message du COCAN et en constitue le support. L'Esprit d'équipe est une émanation du COCAN Gabon, qui est le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Il est géré par le comité communication du COCAN qui a décidé de mettre en place ce journal. C'est une innovation en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations parce que jusque-là je crois bien que ce sont les organes de presse officiels qui le faisaient, mais là cette fois-ci le COCAN a décidé d'avoir un support pour pouvoir véhiculer ces messages. Organisé par le Gabon et la Guinée équatoriale, deux États voisins aux langues officielles différentes, l'Esprit d'équipe doté d'hommes et femmes à la matière grise et bien faite a jugé mieux de paraître en français et en espagnol, deux langues des pays co-organisateurs de cette prestigieuse compétition continentale. Du fait que la Confédération africaine de football regroupe en son sein des pays anglophones, la langue de Shakespeare n'est pas exclue. Esprit d'équipe y a pensé. La coupe est organisée à la fois par le Gabon, où le français est la langue officielle, et la Guinée équatoriale, où c'est l'espagnol. Et au niveau de la CAF, il y a des anglophones qui sont là. Donc nous avons jugé utile d'avoir une rédaction en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Et je crois que c'est quand même mieux pensé. Et comment vous êtes organisé? Bon, ici, nous avons une rédaction anglaise, une française et une espagnole. Et cela aussi se retrouve dans le journal. Ancien lion indomptable, ancien entraîneur adjoint des mêmes Lions, actuellement responsable national du football des jeunes au Cameroun, Michel Kam a participé à la conférence de rédaction d'Esprit d'équipe ce matin. Il est satisfait du travail abattu et de l'information sportive en temps réel donnée par cet organe de presse. Bonjour, c'est une belle surprise de vous retrouver là.
Oui, surprise, oui et non, parce que bon, moi je suis du milieu du football, donc généralement je suis dans toutes les phases finales des Coupes du Monde, en particulier, je n'ai jamais raté une des phases finales depuis que j'ai la possibilité d'y être. Maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était si proche du Cameroun, je me suis dit à partir des quarts de finale, pourquoi pas venir ici vivre avec tout le monde et voir ce qui s'y passe. Et vous venez découvrir Esprit d'équipe? Ben oui, j'ai des amis qui y travaillent, ils m'ont invité là. Bon, c'est toujours bien, hein, c'est une presse qui est ouverte au milieu sportif, au milieu économique. Bon, un ami m'a invité ici, il m'a fait découvrir ce qu'ils font, c'est bien. Moi je pense que c'est toujours bien de se renseigner quand on est dans un pays sur ce qu'il y a, sur ce qui existe et sur ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'un journal, une publication comme celle-ci peut apporter à une compétition comme la CAN? Bien l'informe. D'abord c'est gratuit. J'étais surpris de voir qu'ils donnent ça gratuitement. Je ne sais pas comment ils font. Donc ça informe, ça donne des idées, ça éclaircit, ça oriente les gens sur ce qui se passe. Vous savez, les journalistes ont pour métier aussi d'aller se renseigner et d'informer le public. Donc à travers cela, on a des interviews, on sait ce qui se passe dans le pays. Ça informe et c'est leur rôle premier d'informer le public sur ce qui se passe. Et vous-même, depuis que vous êtes là, vous êtes informé à travers Esprit d'équipe? Oui, bien sûr, bien sûr. L'hôtel, je vous dis d'abord, c'est gratuit, donc tous les matins, je le trouve dans l'hôtel où je suis. Et ça permet de voir, de savoir ce qui se passe, des commentaires, des interviews sur ce qui se passe dans le pays. Ça informe, c'est bien. Doté de moyens logistiques importants, Esprit d'équipe est tiré en 2000 exemplaires jour. La composante de cette équipe travaille d'arrache-pied jour et nuit. Nous allons quitter Esprit d'équipe et Libreville pour faire un tour à Port-Gentil où l'insécurité commence à prendre de l'ampleur, ce malgré les précautions prises par les autorités municipales. Le dernier en date, c'est le cas enregistré dans la nuit du 3 au 4 février 2012 où une femme a été agressée à son domicile par une personne mal intentionnée. Retrouvons pour plus de précision Marius Nanda et Amatou Goula. L'insécurité prend des proportions inquiétantes dans notre cité. Une fois de plus, une concitoyenne vient d'en faire les frais. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 février au quartier Balise, précisément derrière le marché. Alors qu'elle était à son domicile, demoiselle Odette a été surprise par un individu qui se serait introduit chez elle dans le but d'y commettre un forfait. Ce dernier, après avoir tenté de maîtriser la propriétaire des lieux, en vain, tentera de fuir avec le sac de cette dernière. Et face à sa résistance, lui assénera de nombreux coups de couteau sur l'ensemble du corps, réussissant à prendre la clé des champs. Elle ne doit sa survie que grâce à l'intervention d'un voisin accouru à ses cris. Le film des événements avec la victime. 3 heures du matin, je dormais, comme ça je vu l'ombre de quelqu'un à travers la télévision. Donc le temps que je me suis seulement mis debout, la personne a sauté sur moi. Elle a commencé à me taper avec les coups. Moi aussi j'ai essayé de me défendre là. C'est comme ça nous sommes sortis. Comme il voulait faire, je l'ai retenu par le pantalon. Donc c'est dehors là qu'il a pris le couteau. Il est entré là. Et il a fait avec l'argent, bon, le sac, les trucs, sauf les portables qui sont restés. Non, il avait qu'il a fermé le visage. Il avait les cagoules, les chapeaux, le chapeau tout en noir. Sauf que derrière, c'est comme le léopard ou le lion, mais c'est dessiné en blanc derrière. Comme ça, j'ai crié, donc comme ça le voisin est sorti. Quand il est arrivé, le gars était déjà parti, donc c'est le voisin qui a fait tout sur moi. Il m'a amené à l'hôpital. Une fois de plus, cette affaire vient relancer la question de grand banditisme qui s'installe dans la ville du Sable. Phénomène que notre chère cité ne connaissait pas. Comme quoi, les rues de la ville du pétrole deviennent de moins en moins sécurisées. On parle de la rareté de pluie à Libreville, à Port-Gentil. C'est le contraire. Malgré l'abondance des pluies, l'entreprise Socotépé continue le travaux de réhabilitation de certains tronçons routiers, notamment au 2e arrondissement, dont elle a la charge. Retrouvons cette fois-ci nos confrères de Média Plus Port-Gentil, Edwin Nzengi et Raïs Bouanga. Malgré les intempéries pluvieuses observées en ce début du mois de février 2012, les employés de l'entité Socotépé, chargés d'exécuter les travaux de réhabilitation de cette voie de communication secondaire reliant le camp de police, la cité des médecins et l'hôtel de ville de Port-Gentil, dans le 2e arrondissement,
sont déployés sur le terrain pour faire avancer le dit chantier. Normalement, donc, si la pluie a commencé, donc on va travailler. Si la pluie, on arrête un peu, on attend que sa pluie s'arrête et après on attaque. Donc on veut qu'on termine tout ça projette vite, donc il y a beaucoup de boulot. Donc ça veut dire quoi? On va ranger tout ça vite. Donc, ça c'est centre de ville, donc on va faire vite. Si on ne fait pas vite, c'est pas bon, il y a moutillage, il y a toutes de choses, beaucoup de choses, donc c'est ça. L'accélération de ces travaux rentre dans le cadre du respect des délais de livraison de ce chantier qui permettra la bonne circulation des eaux en cette grande saison de pluie. Page sportive à présent, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012 que le Gabon a eu l'honneur d'organiser avec la République sœur de la Guinée équatoriale. Après l'élimination du Sénégal en 8e de finale, un autre favori vient d'être éliminé. Il s'agit du Ghana par la Zambie. Les détails avec Ephraim Biogo Izo pour cette analyse. Les demi-finales de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se sont déroulées hier entre la Zambie et le Ghana d'une part et d'autre part le Mali face à la Côte d'Ivoire. La première opposition a connu toutes ses promesses entre deux nations anglophones qui, au regard de la rencontre, n'ont pas pratiqué le même football. Le Ghana donné favori n'a malheureusement pas prouvé à la face du monde sa supériorité sur le petit pousset, sur le papier. La Zambie, les Chipolo, cher à l'ex-capitaine zambien Kalusha Boualia, devenu président de la Fédération zambienne de football, qui n'a pas eu tort de rappeler le français Hervé Renard à la tête de cette sélection. Coup de tonnerre au stade de Bata devant un public clairsemé et en présence du chef de l'État équato-guinéen, les Zambiens ouvrent le score à la surprise générale. L'on croit à un sursaut d'orgueil ghanéen malgré moult occasions de but gâché soit par la précipitation des attaquants, soit par l'excès d'optimisme nourri par la légion étrangère composée des frères Aïeux, Boateng et Djana Samoa qui s'est permis le luxe de rater un coup de pied de réparation. Une situation lourde de conséquences, d'autant plus que cette formation se retrouve éliminée de la compétition. La deuxième opposition entre les aigles du Mali et les éléphants de la Côte d'Ivoire a tourné à l'avantage du second cité, qui dans un stade rempli aux trois quarts n'a pas dessus ses nombreux fans, confirmant ainsi sa suprématie sous-régionale dans les duels qu'il oppose habituellement au Mali, corsant ainsi son nombre de victoires sur cette nation à 15 sur 22 confrontations. Les éléphants affamés vont assiéger le camp malien durant les 45 premières minutes. C'est sur un score de parité, 0 but partout, qu'intervient la mi-temps. À la reprise, les éléphants se montrent plus entreprenants et sur une erreur du défenseur malien sous la ligne médiane que le virevoltant Gervino d'une course folle s'en va battre le dernier rempart malien. 1-0, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final, sanctionnant la fin de cette rencontre. La Côte d'Ivoire aura pour adversaire en finale la Zambie. C'est pour la première fois que les deux pays se rencontrent à ce niveau de la compétition. Une finale à ne point rater sous aucun prétexte.